On se retrouve pour la correction du coup de l'activité sur le rover Curiosity, la mission MSL. Donc on va commencer par la première question que vous voyez déjà à l'écran. Quelle est la mission de Curiosity, du rover Curiosity sur Mars? D'accord. Donc c'est pas très compliqué, hein. La mission on a dit tout à l'heure, hein. On remonte au premier document, c'est le premier document qui nous le dit d'ailleurs. Voilà. Curiosity embarque 10 instruments scientifiques dans le but d'étudier l'habitabilité passée de Mars. Voilà, c'est aussi simple que ça, première question. Donc la mission principale de Curiosity est d'étudier l'habitabilité passée de Mars. Hop. Donc la mission principale. De Mars, voilà. Ensuite, deuxième question. Quelle est la durée de son voyage depuis la Terre jusqu'à Mars? Bon bah ça c'est pas très compliqué non plus, il suffit de compter les jours, hein. On sait que Curiosity a décollé de la Terre le 26 novembre 2011. D'ailleurs on peut le voir dans le document 4, je crois, ou 3 plutôt. Document 3. Voilà, le lancement 26 novembre 2011 et l'arrivée le 6 août 2012. Donc ça correspond à une durée de voyage de 255 jours. Alors 255 et pas 254 parce que justement 2012 est une année bissextile aussi, comme 2020, et donc il faut rajouter un jour, le 29 février à l'année 2012. Donc ça fait bien 255 jours au total. D'accord? Donc Curiosity, enfin le voyage de Curiosity, la durée du voyage de Curiosity entre la Terre et Mars est de 255 jours. Voilà. 8 mois et demi en fait. Dans la petite vidéo que vous avez vue, c'est à peu près 8 mois et demi. Donc 255 jours. Entre parenthèses. Le départ. Le départ se faisant le... j'ai déjà oublié. 26 novembre 2011 et l'arrivée le 6 août 2012. Voilà. Ensuite, question 3, petite A. Donc pour la question 3, on nous demande utilise le document suivant pour répondre aux questions ci-dessous. Donc première question, petit a, quelle est la forme de la trajectoire de la fusée lors de son décollage? Moi c'est pas très compliqué, on peut remonter directement. Alors je vais enlever ça. Non c'est pas ça, je vais enlever ça, voilà. Donc on remonte au premier document, voilà, enfin document numéro 2, où on voit la trajectoire de la fusée qui décolle depuis la Terre. Donc on voit ici que cette trajectoire là ressemble très fortement à la trajectoire en forme de courbe qu'on voit ici, là, trajectoire en forme de courbe. Ok. Donc lors de son décollage, virgule, la fusée a une trajectoire en forme de courbe. Voilà. Ensuite, petit b. Donc petit b, quelle est la forme de la trajectoire de la sonde cette fois-ci lors de son transfert entre la Terre et Mars? Donc ça aussi c'est pas très compliqué, on peut remonter au document qui correspond, donc la trajectoire ici de la sonde entre la Terre et Mars, c'est cette trajectoire en rouge, on dirait un arc de cercle, hein. Alors en réalité c'est pas tout à fait un arc de cercle, c'est plutôt un arc d'ellipse, hein. Donc on peut mettre soit courbe, soit arc de cercle. Là visuellement on dirait vraiment un arc de cercle, d'accord? Mais j'accepte les deux.
courbe ou arc de cercle. Donc, lors de son transfert entre Mars et la Terre, enfin c'est plutôt l'inverse, c'est entre la Terre et Mars du coup, c'est une virgule, la sonde a une trajectoire en forme d'arc de cercle ou courbe. Voilà, j'accepte les deux. D'accord. Petit c. Alors, petit c, on nous demande quelle est la trajectoire de la sonde avant et après la rentrée atmosphérique sur Mars. Donc là, on le voit ici, on a l'atmosphère qui est symbolisée par ces petits traits en pointillés. Donc on voit que la trajectoire de la sonde avant qu'elle rentre dans l'atmosphère, c'est une trajectoire en ligne droite, hein, la sonde va en ligne droite, puis après qu'elle soit rentrée dans l'atmosphère, on voit que là, ça ressemble plus à une courbe. Oula, tout qui s'envole encore une fois. D'accord. Donc, pas très compliqué. Donc, avant la rentrée atmosphérique, virgule, Curiosity, enfin, la sonde plutôt, on va mettre la sonde, virgule, la sonde a une trajectoire en forme de ligne droite. Et après, virgule, la sonde a une trajectoire en forme de courbe. On l'a bien vu, hein, en forme de courbe. Voilà. Trajectoire. Voilà. Ensuite, petit d, quelle est la forme de la trajectoire de Curiosity lorsqu'elle se trouve sur Mars? D'accord. Quelle est la forme de la trajectoire de Curiosity à la surface de Mars? Bah, ça, encore une fois, on le voit ici sur le document. On voit que c'est pas très droit, c'est pas un cercle non plus, c'est plus une courbe en fait, hein, d'accord. C'est plus une courbe. Alors une courbe un peu bizarre, hein, bien sûr, mais c'est une trajectoire, si on devait la classer parmi ces trois types de trajectoires différents, ce serait sur la trajectoire en forme de courbe, d'accord. Donc petit d, sur Mars, virgule, Curiosity a une trajectoire en forme de courbe. Voilà, très bien. Donc ça c'était pour la question 3. J'ai oublié de mettre la caméra encore une fois. Donc voilà, donc sur Mars, Curiosity a une trajectoire en forme de courbe. Voilà. Ensuite, question suivante, la question 4. Hop. Donc, la question 4, entre le 6 août 2012 et le 9 juillet 2017, Curiosity a parcouru sur Mars une distance totale de 16,9 km. Quelle est la distance à vol d'oiseau, c'est-à-dire en ligne droite, parcourue par Curiosity entre le 6 août 2012 et le 9 juillet 2017. D'accord. Donc, quand on regarde ici, donc la ligne jaune depuis le départ ici jusqu'ici le 9 juillet 2017, d'accord, cette ligne jaune représente 16,9 km de distance. D'accord. Nous, ce qu'on veut connaître, c'est la distance depuis
le point de départ jusqu'au 9 juillet, mais cette fois-ci en ligne droite, c'est-à-dire à vol d'oiseau. Bien entendu, on ne peut pas voler, enfin il n'y a pas d'oiseaux sur Mars et on ne peut pas voler sur Mars, bien entendu. C'est simplement pour vous faire utiliser un petit peu l'échelle de longueur qui se situe ici. D'accord? Cette échelle de longueur vous dit que la longueur de ce trait noir ici vaut 1 km. Et la petite flèche ici vous indique le nord en fait. Voilà, le nord de Mars. Donc, bah c'est parti. Donc ce que je vais vous mettre rapidement ici, c'est le document. Alors je vais vous le mettre à la caméra pour pouvoir le modifier. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu plus de luminosité parce que j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux là comme ça. Voilà. Donc, à vol d'oiseau, comment est-ce que je fais pour tracer, pour déterminer la distance à vol d'oiseau? C'est très simple en fait. Je prends mon équerre, hop, et je vais tracer un trait depuis le point de départ qui se trouve ici, d'accord, jusqu'au point d'arrivée qui se trouve ici. D'accord. Donc je trace un trait rapide. Entre les deux. Voilà. Donc ça c'est la distance. La ligne droite c'est la distance à vol d'oiseau, d'accord, entre le point de départ et le point d'arrivée au 9 juillet 2017. Okay. Cette distance-là, bien entendu, il faut la mesurer, okay, avec notre équerre. Elle vaut combien sur notre équerre? Elle vaut à peu près... Alors, attendez, je vois pas beaucoup. Approximativement 11,1, 11,2. On va mettre 11,2 cm approximativement. D'accord. Alors, ça. J'ai encore perdu mon stylo. Ah, il est là. Donc, question 4. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait déjà? On va dire ce qu'on sait. On sait que la distance sur la carte entre le 26 novembre 2011 et le 6 août 2012 à vol d'oiseau vaut, on m'a dit 11,2 cm. D'accord. Ça c'est la distance qu'on a mesurée à vol d'oiseau grâce à notre équerre, grâce à la règle, d'accord, directement sur la carte. Ok. Qu'est-ce qu'on sait encore? Eh bien, on sait que la petite, le petit trait là qui est représenté ici là sur la carte, ce petit, non, c'est pas ça, excusez-moi, ce petit trait là, ce petit trait qui est ici là représente 1 km en longueur. D'accord. Si je vous remets la carte rapidement au niveau ici de la caméra, le petit trait qui se trouve ici, le petit trait qui se trouve ici là, voilà. Alors je vais le remettre un peu plus proche quand même parce que sinon on voit rien. Voilà, le trait là, la longueur de ce trait là vaut 1 km en vrai. Et nous, sur notre carte, ce trait là il vaut combien? Il vaut approximativement 1,3 cm, à peu près 1,3 cm. Donc ça là, tac, ça vaut 1,3 cm sur la carte. D'accord. Donc on peut l'écrire aussi,
on sait que ça vaut 1,3 cm. On sait aussi que 1,3 cm sur la carte représente 1 km en réalité. Voilà. Donc si 1,3 cm sur la carte représente 1 km en réalité, 11,2 cm sur la carte représente combien de kilomètres en réalité? D'accord? Donc pour faire ça, encore une fois, on va faire un tableau de proportionnalité. Très facile. Alors, tout qui s'envole. Encore une fois. Donc, distance sur la carte en kilomètres. D'accord? Et distance... pardon, excusez-moi, en centimètres. Oula, distance sur la carte en centimètres. Centimètres. Voilà. Et distance réelle. Donc cette fois-ci, c'est en kilomètres. Hein. D'accord? Voilà. Donc on écrit dans le tableau ce qu'on sait. Donc on sait que distance sur la carte 1,3 cm, ça vaut en réalité 1 km. D'accord? Et nous, ce qu'on veut, c'est déterminer combien 11,2 cm font en réalité sur la carte. D'accord? Donc là, encore une fois, on va faire un produit en croix, assez facile. Donc, produit en croix, 11,2 fois 1 divisé par 1,3. Je multiplie en diagonale et je divise en vertical. D'accord? Donc on réalise le produit en croix. Deux points. Donc 11,2 fois 1 divisé par 1,3. Et ça nous donne un résultat. Alors attendez. Hop. 8,6 km à peu près. À peu près 8,6 km. Voilà. D'accord? Donc la distance à vol d'oiseau entre la position de Curiosity le 6 août 2012 et le 26 novembre 2011 est de 8,6 km. D'accord? En réalité, hein, bien sûr. Voilà. Donc, à vol d'oiseau, virgule, Curiosity a parcouru 8,6 km entre sa position du 26 novembre 2011 et sa position du 6 août 2012. Et voilà. La dernière partie de la question, c'était comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence en fait. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer la différence de résultat qu'on a entre le vol à vol d'oiseau, la distance à vol d'oiseau, et la distance réellement parcourue par Curiosity qui est égale à 16,9 km. C'est quasiment le double en fait. Hein. Donc, bah, ça s'explique très simplement, rien qu'en regardant ici la trajectoire de Curiosity. On voit quand Curiosity a fait plein de petits détours en fait, hein. Il a même parfois fait des rebroussements de chemin, etc. Donc tout ça, pourquoi faire? Soit pour éviter des obstacles sur la route, soit pour aller étudier, comme je l'ai dit plus tôt, une structure géologique qui paraissait digne d'intérêt. D'accord? Donc la différence, il faut que je remette ça, la différence de résultat s'explique par le fait que Curiosity a dû contourner certains obstacles
mais aussi étudier certaines formations géologiques d'intérêt. Et donc faire des détours. En faisant des détours. En faisant des détours. Voilà. Voilà. Donc cette activité est terminée. Très rapidement, je vais vous montrer quand même quelques petits exemples de photographies qui ont été faites par Curiosity à la surface de Mars. Alors je vais essayer de retrouver ça. Alors, hop. Alors par exemple voici un exemple de photographie prise par Curiosity. Donc là vous voyez le mont Sharp, en fait c'est le mont à côté duquel Curiosity a atterri. D'accord. Donc voilà un panoramique fait par Curiosity, alors en noir et blanc celui-ci. Alors vous voyez que Curiosity est déformé, complètement déformé, et ça c'est dû justement au fait que il a pris un panoramique, photo en panoramique, hein, donc avec un grand angle, et puis ça déforme bien entendu les distances, ça déforme la géométrie. Encore une photographie cette fois-ci en couleur. Voilà, vous pouvez voir le soleil ici, là-bas. Toujours le mont Sharp ici au fond. Un autre panorama. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir une échelle. Vous voyez que ici, entre ce point-là et ce point-là, il y a 2 mètres. D'accord. Et plus haut, entre ce point-là et ce point-là, il y a aussi 2 mètres. Donc, comme c'est situé plus loin, vous voyez que l'échelle est plus petite. Hein. Mais en réalité, c'est la même longueur. Hein. Ces deux barres ici, noires et blanches, correspondent à la même longueur réelle. C'est simplement que, comme il y en a une qui est plus loin que l'autre, bah forcément, elle nous paraît plus petite. D'accord. Donc voilà. Ah, zut. On va redescendre. Ah, si, c'est bon. Pourquoi ça a fait ça là? Voilà. Donc voilà encore une autre photo de Mars. Une contrefort du mont Sharp, cette fois-ci, 9 septembre 2015. Là, c'est une Namib de 4 mètres de haut. Là, vous pouvez voir un bout de Curiosity. Alors là, ce sont des selfies faits par Curiosity. Alors, on pourrait se demander comment est-ce qu'ils ont réussi à faire un selfie alors qu'on voit pas la barre de selfie pour tenir le bras qui tient la caméra. En réalité, il a été effacé, hein, d'accord. Le bras a été effacé. Donc, vous pouvez voir Curiosity à la surface de Mars. Donc, vous voyez qu'il est complètement recouvert de poussière. Là, encore une fois. D'ailleurs, vous voyez le bras, l'ombre du bras ici, là, qui prend la photo. D'ailleurs, vous voyez là. Ici, c'est l'ombre du bras qui prend la photo, le selfie en fait de Curiosity. Mais on ne le voit pas directement sur la photo, il a été effacé en fait. Hein. D'accord. Donc voilà. Et puis là, encore une fois, etc., etc. Alors, on se retrouve pour la suite du cours. Donc, on s'était arrêté au niveau de la correction d'activité sur Curiosity, sur la mission MSL. Très rapidement, les conclusions qu'on avait vues, c'était que Curiosity n'avançait pas très vite. Et on avait calculé la distance parcourue par Curiosity à vol d'oiseau entre le 6 août 2012 et le 9 juillet 2017 sur Mars. Et on avait obtenu comme résultat 9,2 km. D'accord. Ça c'était pour la distance à vol d'oiseau. Mais en réalité, Curiosity a fait 16,9 km entre le 6 août 2012 et le 9 juillet 2017. Donc à peu près pendant 5 ans quoi. Pendant 5 ans, Curiosity n'a fait que 16,9 km.
La différence entre ces deux résultats, on avait dit que c'était dû parce que Curiosity peut pas aller tout droit, hein, d'accord, à cause du relief, des collines à monter, des crevasses, etc. qu'il y a sur Mars, et puis aussi parce que Curiosity peut faire des détours pour aller étudier telle ou telle structure géologique d'intérêt, d'accord, on avait dit ça. Mais bon, même un vol d'oiseau, vous voyez que 9,2 km en 5 ans, c'est pas beaucoup, d'accord. Donc on peut en déduire que Curiosity ne va pas très vite, d'accord. Donc le but aujourd'hui, ça va être de calculer la vitesse de Curiosity sur Mars, en tout cas la vitesse maximale que peut atteindre Curiosity, d'accord. Petit rappel aussi de ce qu'on avait vu dans les notions à retenir au niveau de l'unité astronomique. On avait dit que c'était une unité de distance qui était équivalente à la distance entre la Terre et le Soleil, qui vaut à peu près 150 millions de kilomètres. On avait dit que les trajectoires des astres autour du Soleil sont appelées des orbites, et que les objets en mouvement peuvent avoir différentes trajectoires, d'accord. Soit en cercle, à ce moment-là on dit que le mouvement de l'objet est circulaire, soit la trajectoire peut être en forme de ligne droite, et à ce moment-là on dit que le mouvement de l'objet est rectiligne, soit la trajectoire peut être en courbe, d'accord, et à ce moment-là on dit que le mouvement est curviligne, d'accord. Ça c'était un petit peu pour les rappels, ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, donc pour calculer la vitesse de Curiosity, la vitesse maximale de Curiosity, on va utiliser une petite vidéo que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. C'est une vidéo qui a été tournée, on va dire, ouais, pendant la construction de Curiosity, d'accord, dans les laboratoires du JPL, le Jet Propulsion Laboratory. C'est un laboratoire qui, oui, on peut dire ça comme ça, un laboratoire qui construit la plus grande partie des robots, des sondes, etc. que la NASA envoie dans l'espace, ou sur les autres planètes, d'accord. Donc je vous mets la vidéo tout de suite, vous allez voir du coup Curiosity avec plein d'ingénieurs autour, qui sont en train de tester pour la première fois la capacité de Curiosity à avancer, à rouler en fait, hein, d'accord. Donc je vous mets la vidéo tout de suite, c'est parti. Donc là vous pouvez voir plein d'ingénieurs, plein de techniciens en blouse blanche avec des masques, etc. Sur la bouche, autour de Curiosity, voilà, qui s'est mis à avancer. Donc vous voyez qu'en fait c'est pas très rapide, hein. Là elle va à peu près à... Enfin, le robot va à peu près à sa vitesse maximale ici, là, hein. C'est pas rapide du tout. Et voilà, donc là Curiosity s'est arrêté. Donc à peu près là, le temps qu'a mis Curiosity pour faire cette distance là, c'est à peu près 48 secondes. On va y revenir de toute façon avec l'activité que je vais vous montrer maintenant. Simplement, je reviens rapidement sur les personnes qui sont autour, les blouses blanches, là, les scientifiques, les ingénieurs qui construisent le robot et qui le testent avant de l'envoyer sur Mars. S'ils sont habillés comme ça, en fait là ils sont dans une chambre stérile, c'est-à-dire que il n'y a aucun microbe, il n'y a aucune comment dire, il faut pas en fait que les ingénieurs qui construisent le robot contaminent le robot en mettant des microbes dessus ou des cellules vivantes, ce genre de choses, d'accord, parce que c'est un robot qui va aller sur Mars et qui va devoir étudier s'il y a de la vie sur Mars. Donc si sur le robot lui-même il y a de la vie, parce que cette vie-là a été mise par les ingénieurs qui ont construit le robot, alors les tests que le robot fera sur Mars pourront être mauvais, parce que le robot aura pu détecter de la vie, mais qui ne vient pas de Mars, mais qui vient de la Terre, et qui était sur le robot, d'accord. Enfin, voilà, je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Donc c'est pour ça que en réalité, tous les ingénieurs, tous les techniciens, lorsqu'ils construisent des sondes, des robots, etc., qui iront sur d'autres planètes ou ailleurs, eh ben, ils s'habillent comme ça, hein, d'accord. Il ne faut pas qu'ils déposent d'agents pathogènes ou d'agents, enfin peu importe, comment dire, je trouve pas le mot. Depuis tout à l'heure, je ne trouve pas le mot. Bref, de contaminants, on va dire ça comme ça. Il ne faut pas qu'ils déposent de contaminants sur le robot.
Voilà. Vous avez vu aussi rapidement que Curiosity est attaché avec un câble ici, c'est le câble qui apporte l'électricité pour qu'il puisse rouler. Bien entendu sur Mars, il n'y aura plus du tout de câble, hein. Là, s'il y a un câble pour lui donner de l'électricité, c'est parce que on n'a pas encore installé dessus la source d'énergie que le Curiosity aura sur Mars, qui est une source d'énergie nucléaire. Vous voyez que sur Curiosity, il n'y a pas de panneau solaire, donc en fait son électricité, elle ne va pas le tirer du soleil, hein, avec des panneaux solaires. En fait, elle emporte des radioisotopes, c'est-à-dire des éléments radioactifs, comme une petite centrale nucléaire en fait, qui produisent de l'énergie directement sur le robot. Donc là, bien entendu, vous comprenez facilement pourquoi on n'a pas installé déjà les isotopes radioactifs dans Curiosity. Ça peut être dangereux pour les personnels qui sont autour. Donc là, pour l'instant, pour les tests en tout cas, on alimente Curiosity via un câble électrique. Voilà. Voilà, donc alors, on va passer du coup à l'activité. Donc, la voici. Donc pour déterminer la vitesse de Curiosity lors de ce test-là, je vous ai mis sur l'activité les différentes photos des différentes étapes du mouvement de Curiosity. D'accord ? Donc par exemple, la première étape ici, on peut voir à 0 secondes, d'accord, c'est au moment où Curiosity part, que elle n'a pas encore avancé. J'ai oublié de vous dire, il y a une petite ligne verticale ici en pointillé rouge, ça représente 0 mètre, d'accord, ça représente le point de départ de Curiosity. Et on va prendre comme point de repère du coup le centre de la roue arrière du robot, d'accord. Donc dans la première étape ici, la roue arrière du robot, le centre de la roue arrière du robot se trouve à 0 mètre, quand on est à 0 secondes. Puis le rover démarre, il avance. Quand il arrive à la première étape ici, après 12 secondes, il a fait 0,5 mètres. D'accord. Puis à la deuxième étape, au bout de 24 secondes, donc le double de la première étape, il a fait 1 mètre. À la troisième étape, au bout de 36 secondes, il a fait 1,5 mètres. Et au bout de 48 secondes, à la dernière étape, il a fait 2 mètres de longueur. D'accord. Donc quand il s'arrête, il a fait 2 mètres depuis son départ. Voilà. D'accord. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez compléter, alors si je lis rapidement les questions, donc visionne la vidéo puis réponds à chacune des questions. Première question, complète chacun des cadres situés à côté de chacune des images suivantes. Donc bien entendu ici il n'y a pas de cadre parce que le Curiosity n'a pas encore démarré. Donc le premier cadre qu'il faut compléter c'est celui-là. Donc les petits pointillés ici vous indiquent l'endroit où il faut écrire les réponses. Je peux vous faire avec vous le premier cadre pour vous montrer, et ensuite vous faites les suivants. Donc alors, je vais peut-être mettre du coup la caméra, comme ça on y verra mieux. Voilà. Donc pour la première étape, donc il suffit de compléter. Donc au bout de secondes, après son départ, Curiosity a parcouru une distance de mètres. On peut donc écrire que sa vitesse est égale à mètres par seconde. D'accord? Donc c'est très simple. Au bout de secondes, il faut simplement regarder que ici, à l'étape numéro 1, le temps qu'a mis Curiosity pour arriver à ce niveau-là, à partir de la ligne de départ ici, c'est 12 secondes. Donc au bout de 12 secondes après son départ, Curiosity a parcouru une distance de, c'est écrit ici, 0,5 mètres. D'accord? De 0,5 mètres. On peut écrire que sa vitesse est égale à, là c'est facile, on recopie aussi, 0,5 mètres par 12 secondes. D'accord? C'est ça sa vitesse. Hein. On écrit comme ça. 0,5 mètres par 12 secondes. D'accord? On va faire simple. Alors je ne sais pas du tout où vous en êtes au niveau de la vitesse. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la leçon sur la vitesse d'un objet en mouvement avec Madame Chavarenne l'année dernière. Donc on va essayer de reprendre tout depuis le début. D'accord? Donc la manière la plus simple d'écrire une vitesse, c'est d'écrire d'abord la distance parcourue par l'objet en mouvement. De mettre un slash. Alors on ne voit pas très bien le slash, je vais l'agrandir. Le slash ici. Et ensuite de mettre le temps. D'accord? Ça c'est le temps mis par l'objet en mouvement pour parcourir la distance qu'il a parcourue. D'accord? Donc ici c'est 0,5 mètres slash 12 secondes. Donc 0,5 mètres par 12 secondes. D'accord? Voilà. Je vous laisse 5 minutes pour terminer la feuille ici. Alors juste, alors, il y a la suite aussi, je ne vous ai pas montré la suite. Je vais vous la montrer tout de suite, la suite. Donc la suite de l'activité, elle est là. Deuxième question, Curiosity a-t-il la même vitesse à chacune des étapes de son mouvement? Justifie ta réponse. Donc une fois que vous aurez complété toutes les cases, tous les cadres ici,
vous allez obtenir une vitesse à chaque fois, d'accord? Et je vous demande est-ce que c'est la même vitesse à chacune des étapes du mouvement de Curiosity, d'accord? Il faut justifier votre réponse. Question 3, comment est-ce qu'on pourrait faire pour comparer facilement les vitesses de Curiosity à chacune des étapes de son mouvement, d'accord? Question 4, transforme toutes les vitesses que tu as écrites à la question 1 pour les réécrire sur 1 seconde, et pour cela utilise les tableaux de proportionnalité suivants. Étape 1 pour étape 2, étape 3, étape 4, d'accord? Il y a 4 tableaux de proportionnalité pour transformer les vitesses que vous avez écrites dans chacun des cadres ici et les remettre sur 1 seconde, d'accord? Par exemple, pour le premier cadre ici, ma vitesse n'est pas écrite sur 1 seconde. Si vous regardez bien, ma vitesse elle est écrite sur 12 secondes, d'accord? Donc pour la dernière question, les 4 tableaux de proportionnalité vont servir à transformer les 4 vitesses que vous allez obtenir dans les 4 cadres ici, pour les remettre sur une seule seconde. D'accord? Voilà, allez, je vous laisse 5-10 minutes, ou on va dire 10 minutes, pour faire cette petite activité. On la corrige en suivant, et puis on terminera le cours avec quelques petits exercices à faire pour la prochaine fois. D'accord? Allez, c'est parti, 5-10 minutes, je mets le chronomètre. Hop, je mets le chronomètre, c'est parti.
Allez, alors, on va reprendre. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de terminer, vous pouvez faire pause, d'accord, et terminer l'activité maintenant, d'accord. Ça fait déjà 15 minutes que je vous ai laissé travailler. On va du coup reprendre la correction avec du coup la première question. Allez, c'est parti. Donc, première question. On avait déjà rempli le premier cadre ici. Ah, je vais peut-être changer le gain de la caméra d'exposition. Voilà, ça fait un peu mieux comme ça. Alors oui, donc le deuxième cadre. Donc, on voit que dans la deuxième étape, cela fait 24 secondes que Curiosity a démarré et qu'il a parcouru 1 mètre. Donc, au bout de 24 secondes, après son départ, Curiosity a parcouru une distance de 1 mètre. On peut écrire que sa vitesse est égale à 1 mètre par 24 secondes. Dans la troisième étape, on voit que c'est au bout de 36 secondes qu'il a fait 1,5 mètre. D'accord, donc au bout de 36 secondes, il a parcouru une distance de 1,5 mètre. On peut donc écrire que sa vitesse est égale à 1,5 mètre par 36 secondes. D'accord. Et enfin, le dernier cadre, on voit que c'est au bout de 48 secondes ici qu'il a fait 2 mètres. Donc au bout de 48 secondes, Curiosity a parcouru une distance de 2 mètres. Et donc sa vitesse est égale à 2 mètres par 48 secondes. Voilà, pas très compliqué, hein. C'est vraiment très facile. Du coup, on reprend avec la deuxième question ici. Curiosity a-t-il la même vitesse à chacune des étapes de son mouvement? Justifie la réponse. Alors, si on regarde, si on compare les vitesses qu'on a écrites, on a écrit 0,5 m par 12 secondes pour la première étape, 1 m par 24 secondes à la deuxième étape, 1,5 m par 36 secondes à la troisième et 2 m par 48 secondes à la dernière étape, à la quatrième étape. D'accord. Donc on voit qu'en fait, toutes les vitesses qu'on a écrites, elles sont différentes. Hein. D'accord, hein. La forme n'est pas la même. Hein. Les chiffres, les nombres ne sont pas les mêmes. Donc on pourrait donc penser que la vitesse de Curiosity n'est pas la même à chacune des étapes. D'accord. On peut l'écrire même d'ailleurs. Donc on voit que l'écriture de la vitesse de Curiosity n'est pas la même à chaque étape. Donc on pourrait penser que ce n'est pas la même vitesse à chaque fois, hein, d'accord? Que ce n'est pas la même vitesse à chaque fois. Ouh, j'ai pu avoir de place. Voilà, d'accord. Pourtant dans la vidéo, on voit bien que Curiosity, si je vous la remonte très rapidement, on voit bien que Curiosity, finalement, il n'accélère pas, ou il ne ralentit pas pendant la vidéo. Hein. D'accord, si vous regardez bien, alors il n'est pas encore parti donc. On va lui laisser un peu de temps pour partir. Voilà, ça y est, là il part. Donc on voit bien que Curiosity n'accélère pas, il ne ralentit pas dans la vidéo, il avance toujours à la même vitesse. Mais pourtant, on a écrit à chacune des étapes une vitesse différente de Curiosity. D'accord. Donc on voit bien là ici que la vitesse ne change pas. Hein. Il n'accélère pas ou il ne ralentit pas. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire, troisième question, pour finalement comparer facilement les 4 vitesses qu'on a écrites, hein, parce qu'on a vu que ces vitesses-là étaient différentes, en tout cas on les écrivait de manière différente. Et comment est-ce qu'on peut faire du coup pour les comparer plus facilement, en fait, d'accord. En fait c'est facile, la réponse en fait elle est dans la question 4. Pour comparer les vitesses qu'on a écrites ici, les différentes vitesses, il faut réécrire toutes ces vitesses-là, chacune de ces vitesses-là sur 1 seconde. Par exemple, pour la deuxième étape ici, on voit que Curiosity a fait 1 mètre en 24 secondes. Donc s'il a fait 1 mètre en 24 secondes, combien de mètres est-ce qu'il aura fait en une seule seconde? Pareil pour la première étape. S'il a fait 0,5 mètres en 12 secondes, alors combien de mètres est-ce qu'il aura fait en une seule seconde? Et pareil pour la troisième et la quatrième étape. Si on réécrit toutes
les vitesses sur une seconde, alors on pourra toutes les comparer et on pourra voir si elles sont vraiment différentes ou pas. D'accord? Donc, on peut écrire la réponse à la question. Nous devons transformer l'écriture de ces vitesses. Nous devons transformer l'écriture de ces vitesses pour les écrire, du coup, sur une seconde. Alors je dis une seconde, mais en réalité on pourrait les écrire par exemple sur 10 secondes. Hein, vous comprenez bien que le but ici, ce n'est pas de forcément écrire les vitesses sur une seconde à chaque fois, mais d'écrire les vitesses sur le même nombre de secondes. Si j'avais décidé d'écrire la deuxième étape ici sur 12 secondes, par exemple, comme la première, ben on voit que pour passer de 24 à 12, il faut diviser le temps par 2, et donc forcément la distance va être aussi divisée par 2. Hein, si je divise le temps de parcours de Curiosity par 2, ben, il va faire forcément 2 fois moins de distance. Donc si je divise la distance 1 par 2, ben, je retrouve 0,5 mètres. D'accord? Donc là, je dis transformer les vitesses pour les remettre sur une seconde, parce qu'en fait c'est ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on le fait d'habitude. Hein, d'accord? C'est une... Alors attendez, je trouve que... Voilà. Donc sur une seconde. D'accord? Donc pour faire ça, eh ben, c'est très simple, on va utiliser le tableau de proportionnalité. Donc pour la première étape, la distance parcourue, on avait dit que c'était 0,5 mètres. D'accord? Le temps, on a dit c'était 12 secondes. D'accord? Du coup, quelle va être la distance parcourue par Curiosity en 1 seconde? Donc là, si vous vous rappelez bien des activités précédentes, on est dans un tableau de proportionnalité, on peut faire un produit en croix. D'accord? Donc pour faire le produit en croix, je le rappelle, on part de la diagonale qu'on connaît, d'accord? On la multiplie, et ensuite on divise le résultat de cette multiplication par la dernière valeur, donc la dernière case qu'on connaît. Donc là, ça va faire 1 fois 5 divisé, donc là je multiplie, 1 fois 5 divisé par 12. D'accord? Donc on réalise le produit en croix. 1 fois 5, pardon, c'est 1 fois 0,5, excusez-moi. 1 fois 0,5 divisé par 12, et on trouve à peu près, si je me rappelle bien, c'est 0,04 mètres. D'accord? Donc en une seconde, Curiosity a fait 0,04 mètres. D'ailleurs, je peux le remplir ici, ça fait à peu près 0,04. D'accord? Donc si je réécris la vitesse, cette fois-ci sur une seconde, je peux écrire que vitesse, alors la vitesse est égale à, la vitesse est égale à 0,04 mètres par une seconde. D'accord? Ça se dit aussi 0,04 mètres par seconde. D'accord? Mètres par seconde, c'est comme des mètres par une seconde. D'accord? En fait, le 1 ici, on n'est pas obligé de le mettre. Donc 0,04 mètres par seconde, c'est la même chose que 0,04 mètres par une seconde. Ça veut dire qu'en une seconde, Curiosity a fait 0,04 mètres. D'accord? Donc il a fait 4 cm en fait. En une seconde, Curiosity a fait 4 cm. Voilà. Et bien on refait la même chose pour les autres étapes. D'accord? Pour l'étape numéro 2, on avait vu que la distance parcourue par Curiosity, si je rappelle bien, elle est de 1 mètre. D'accord? C'est écrit ici pour l'étape numéro 2, la distance parcourue par Curiosity est de 1 mètre en 24 secondes. Donc on va écrire ça. 1 mètre en 24 secondes. Donc en une seconde, il va faire combien de mètres? Ben là, encore une fois, produit en croix, 1 fois 1 divisé par 24, et ça nous donne, alors 1 fois 1 divisé par 24, et c'est à peu près égal à 0,04 mètres. D'accord? Donc là encore, on peut réécrire la vitesse. La vitesse est égale à 0,04 mètres par seconde. D'accord? Ou par une seconde, c'est la même chose, je le rappelle. Ok? Étape numéro 3, on était à 1,5 mètres en 36 secondes. Donc en une seconde, on trouve combien? Bah là, encore une fois, produit en croix, 1 fois 1,5 divisé par 3,6.
1 fois 1,5 divisé par 36, pardon, pas 3,6, voilà, divisé par 36, et c'est aussi à peu près égal à 0,04 mètres. Donc la vitesse est égale à 0,04 mètres par seconde. Et enfin, le dernier, il a parcouru 2 mètres en 48 secondes. Donc en 1 seconde, il a parcouru, produit en croix, 1 fois 2 divisé par 48, à peu près égal aussi à 0,04 mètres. Donc la vitesse est égale à 0,04 mètres par seconde. Donc vous voyez qu'en réalité, la vitesse de Curiosity c'est toujours la même. 0,04 mètres par seconde pour la première étape, 0,04 mètres par seconde pour la deuxième, 0,04 mètres par seconde pour la troisième et 0,04 mètres par seconde pour la quatrième. En fait, toutes ces vitesses-là qu'on avait écrites au début dans les cadres, 0,5 mètres par 12 secondes, 1 mètre par 24 secondes, 1,5 mètre par 36 secondes ou 2 mètres par 48 secondes, toutes ces vitesses-là sont identiques, elles sont égales en fait, sauf qu'elles sont écrites différemment. Et donc pour pouvoir les comparer, et pour bien montrer que ce sont toutes les mêmes vitesses, on transforme ces vitesses-là par proportionnalité pour les remettre toutes sur 1 seconde. Et quand je remets toutes les vitesses sur 1 seconde, eh ben, j'en vois qu'en fait Curiosity fait à chaque fois le même nombre de mètres. Il fait 0,04 mètres en 1 seconde. D'accord? Donc voilà, c'était une petite introduction pour la vitesse. Et en fait on voit ici que dans chacun des tableaux de proportionnalité, on a fait exactement la même opération pour calculer la vitesse sur 1 seconde. D'accord? On a toujours fait, par exemple si je prends la première étape, on a toujours fait la distance divisée par le temps. Multiplié par 1, à chaque fois vous voyez on a multiplié par 1, donc en fait le multiplier par 1 il sert un peu à, enfin pas qu'il sert à rien, c'est que on peut le multiplier par 1 revient à trouver le même résultat à chaque fois. Donc en fait ce 1 fois quelque chose à chaque fois là que je fais, la première étape que je fais dans le produit en croix, ce 1 fois 0,5, 1 fois 1, 1 fois 1,5, 1 fois 2, et bien en fait ça revient directement à faire 0,5, 1, 1,5 et 2, à chaque fois divisé par la valeur du dessous, 0,5 divisé par 12, 1 divisé par 24, 1,5 divisé par 36 et 2 divisé par 48. À chaque fois je fais toujours le même calcul, la même formule mathématique. Je divise la distance parcourue par Curiosity par le temps de parcours. D'accord? Là aussi, je divise la distance parcourue par Curiosity par le temps de parcours, là aussi et là aussi, pour trouver la distance parcourue par Curiosity en 1 seconde. Donc en gros, pour retransformer les vitesses sur 1 seconde. Voilà. Donc c'est ce qu'on va écrire tout de suite dans la leçon. Alors si je reprends la leçon rapidement, la voilà. Donc vous trouverez sur la leçon la correction, bien entendu, de l'activité ici, avec les cadres qui sont déjà corrigés, qui sont déjà complétés, d'accord, en vert. Et puis bien entendu la réponse aux questions, à chacune des questions, d'accord, avec le produit en croix à chaque fois qu'on a fait, etc. etc. D'accord? Donc remarque, ici très importante, pour calculer de manière simple la vitesse d'un objet en mouvement, voilà, il suffit de diviser la distance parcourue par la durée du parcours. D'accord, je répète, il suffit de diviser la distance parcourue par la durée du parcours. Et donc on trouve cette formule-là, la vitesse, on la calcule en divisant la distance par le temps. C'est distance divisée par le temps. Peut-être que vous l'avez déjà vu avec Madame Chavarel l'année dernière, cette formule-là. D'accord? Donc si la distance parcourue par l'objet en mouvement est en mètres et que le temps de parcours est en secondes, alors je vais diviser des mètres par des secondes et donc je trouve une vitesse en mètres par seconde. D'accord? Si la distance parcourue par l'objet en mouvement était en kilomètres et que le temps était en heures, alors à ce moment-là, je divise des kilomètres par des heures et je trouve une vitesse en kilomètres par heure. D'accord? C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, pour vous entraîner à utiliser cette formule-là, vitesse est égale à distance divisée par le temps. Pour la prochaine fois, vous allez me faire des exercices. Alors, on va utiliser le livre du coup, hein, une fois n'est pas coutume. Donc, vous allez utiliser le livre et vous allez
aller à la page 75 et 76. Voilà. Je remets. Ah non, c'est bon, voilà. Donc bien entendu je mettrai ça sur Pronote, hein. Je mettrai les numéros des exercices sur Pronote, c'est simplement pour vous montrer. Donc vous me faites les exercices 11, 12 et 13 de la page 75 et l'exercice 15 aussi. Il est où l'exercice 15? Il est là l'exercice 15, c'est avec le planeur ici. Et vous allez me faire aussi l'exercice 19 de la page 76. Donc vous tournez la page. Voilà. Cet exercice-là, avec la lune, d'accord? C'est l'exercice 19. Voilà. Donc, en fait, l'exercice 19, il consiste à calculer la vitesse de la lune autour de la Terre, d'accord? Par rapport au centre de la Terre. En gros, à quelle vitesse la lune tourne autour de la Terre. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc je répète les exercices 11, 12, 13 et 15, page 75, et exercice 19, page 76. Alors, vous inquiétez pas, le 11, 12, 13, page 75, ils vont aller très vite. C'est des petits QCM en fait, où vous allez directement utiliser la formule, donc c'est pas très compliqué. L'exercice 15 n'est pas très long non plus, il faut utiliser simplement la formule encore une fois. Et l'exercice 19 est un petit peu plus long par contre. Mais il ressemble très fortement à ce qu'on avait fait dans la première activité où on avait calculé la circonférence de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Là c'est la même chose sauf que c'est la circonférence de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Donc on vous redonne la formule, la formule du calcul de la circonférence de l'orbite autour de la Lune. De la Terre, pardon, de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Voilà. Et après c'est toujours la même formule, hein, vitesse égale distance divisé par le temps. Voilà, du coup vous avez du travail pour la semaine prochaine et puis on corrigera ça la prochaine fois. Allez, bonne journée, bon week-end, au revoir.